Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la place de l'eau. Première place de l'eau créée cette année en partenariat avec la TEP. Donc la TEP, c'est un syndicat national de professionnels. Ce sont les acteurs du traitement de l'eau à la parcelle. Et elle regroupe l'ensemble des sociétés qui s'occupent de traiter l'eau, stocker, valoriser. Donc on a tous les maillons de la chaîne, on a les constructeurs, on a les bureaux d'études, on a les poseurs et on a les sociétés de maintenance et de services que je représente aujourd'hui. Donc on vous fait des conférences sur des points clés qui peuvent intéresser les élus puisqu'on est au Salon des maires. Et donc en plus on est sur un tournant des mandats puisqu'on est en année électorale. En mars il y aura un renouvellement des mandats et on vous présente en fait des cas pratiques. Plutôt que de vous représenter des diaporamas à n'en plus finir, on s'appuie sur les entreprises adhérentes de la TEP pour représenter des cas pratiques qui ont été réalisés dans des collectivités, afin de pouvoir les dupliquer si possible ou si envie. Aujourd'hui, cet après-midi, on termine le cycle des conférences par la séparation à la source et l'assainissement non collectif. Alors au début, on va introduire l'eau, puisque du coup, on a présenté ce midi en conférence de presse une enquête d'opinion qu'on a réalisée auprès de plus de 1000 Français, de plus de 100 élus, sur l'eau en commun, l'eau en commune. Forcément, l'eau est un bien commun à tous, on le sait aujourd'hui, c'est un patrimoine à préserver, et elle est essentielle à la vie et à de nombreuses activités. Malheureusement, elle se raréfie. Moi, je représente une commune du sud de la France, et on a des arrêtés sécheresse, on a des communes qui n'ont plus d'eau potable parce que les nappes se sont taries. Et les experts du GIEC n'annoncent pas de bonnes nouvelles puisqu'on continue à progresser sur la courbe de température. Donc on subit de plein fouet les effets du changement climatique avec des épisodes de pluie de plus en plus intenses et des sécheresses de plus en plus récurrentes. Et donc du coup, pour contrebalancer, on va dire, ces effets du réchauffement climatique et la raréfaction de la ressource en eau, on va vous proposer des solutions basées sur des cas pratiques. Alors la séparation à la source et l'assainissement collectif. Je vais commencer par l'assainissement non collectif, puisque du coup, j'ai la chance à la TEP de représenter les sociétés de services d'entretien et de maintenance, les vidangeurs. Et souvent, on tombe sur des ouvrages qui sont mal entretenus, mal ou peu entretenus, hein, des microstations qui se sont arrêtées et qui sont transformées en fosses toutes eaux au fil des années, puisque personne n'avait remarqué que ça ne fonctionnait plus, qu'il n'y avait pas de débordement, et on se retrouve du coup avec des pollutions diffuses comme ça. Ou alors une mauvaise image des filières agréées parfois qui sont installées, qui ne sont pas maintenues, puis les gens disent bah non, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas entretenu pendant 5, 6, 7 années, et ce n'est pas encore rentré dans la mentalité des particuliers. Comme pour la voiture, que si on ne fait pas d'entretien, ça ne marche pas. Une voiture, on ne met pas d'huile, au bout d'un an, à mon avis, on ne va pas bien loin. La chaudière, on la fait entretenir parce qu'il y a un problème de responsabilité. La cheminée aussi. Mais l'ANC, il est toujours caché au fond du jardin et on l'oublie. C'est le grand oublié et malheureusement, les solutions, les filières agréées sans maintenance et sans entretien ne fonctionnent pas. Donc, pour lutter contre ces pollutions diffuses, il faut vraiment renforcer, il y a un gros travail de renforcement à faire sur l'entretien et la maintenance de ces ouvrages-là. C'est une compétence que peut prendre la commune, puisque du coup il y a des aides qui sont, lorsqu'on veut réhabiliter les installations d'ANC chez les particuliers, la collectivité peut être aidée avec des aides qui viennent du département. Et je ne me souviens plus, il y a des aides en tout cas, vous relirez, parce que je n'ai pas mis les lunettes sur le nez, il y a des aides qui peuvent être apportées pour la réhabilitation de ces installations. Et il y a aussi un autre levier qu'on peut avoir, c'est pour la préservation de la ressource en eau, c'est la séparation à la source. Puisque du coup, les fosses toutes eaux, c'est un petit peu comme le tout à l'égout, c'est-à-dire qu'on mélange tout et on se prive, par exemple, du recyclage des eaux grises, aujourd'hui qui est possible en phytoépuration, pour redonner un cycle d'eau sur la maison, pardon. Et on se prive aussi de valoriser l'eau et les substances utiles. Donc la séparation à la source, c'est hyper intéressant pour redonner un cycle d'eau chez les particuliers, mais aussi, par exemple, sur les grandes installations comme les gymnases ou les écoles, puisque nous, sur notre PAT, le plan agricole territorial, il y a un axe qui s'est ouvert sur le recyclage des urines, par exemple. Si on peut séparer la réception des urines pour faire de l'engrais décarboné.
Alors ça c'est possible sur des installations lorsqu'on a une installation qui va sortir de terre, par exemple un gymnase, des écoles, ou sur l'événementiel. Aujourd'hui on a des toilettes individuelles d'événementiel qui font une séparation à la source. Et là on se retrouve à récupérer des urines et on peut ensuite les valoriser en engrais décarboné. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que c'est autant d'eau qu'on va utiliser, autant d'eau ou d'énergie qu'on va épargner à la planète. Donc l'ANC c'est pas négligeable, on se pense toujours que c'est que en milieu rural, mais ça concerne quand même 15 à 20% de la population, donc 5 millions d'installations d'assainissement non collectif en France, parce qu'on a un habitat assez diffus, et donc c'est un axe à ne pas négliger. Alors la compétence du SPANC, la compétence de l'assainissement, elle est prise par le SPANC généralement, au niveau de l'EPCI aussi, pour le contrôle. Et alors ces SPANC, en fait, ils sont en place depuis une vingtaine d'années. Et au gré de leur vie, on a des règlements intérieurs qui se sont modifiés ou qui ont vécu leur vie, on va dire. Et puis chacun dans son coin. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut faire, parce qu'on se rend compte que tous les règlements des SPANC n'ont pas évolué dans le bon sens, ou que des fois il y a des non-sens, ou que des fois ils sont hors clou, eh bien on peut faire aussi un audit. Parce que le SPANC, c'est quand même l'acteur clé de la gestion de l'eau à la parcelle. Il est là pour vérifier la bonne réalisation des ouvrages sur du neuf. Il est là pour venir vérifier normalement le bon entretien des ouvrages. Et donc, du coup, on peut faire un audit de ce SPANC, ne serait-ce que pour avoir un point de départ stratégique et pour avoir un bilan de son fonctionnement. Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce qu'il est dans les clous? Est-ce que c'est homogène par rapport au territoire? Et du coup, ce sont des audits qui sont disponibles, qui peuvent être faits. C'est Anthony qui viendra un ancien spanker qui viendra vous présenter ça, pour avoir une feuille de route réaliste et adaptée au territoire. Donc voilà, un SPANC, ça ne doit pas vivre tout seul. On peut aussi l'auditer pour le remettre sur, pas sur des rails, mais en tout cas le remettre sur un meilleur fonctionnement. Je terminerai sur quelques idées pour votre projet de mandat. Installer des toilettes sèches dans les espaces publics comme les parcs et les jardins. Alors ça, si vous avez des parcs nationaux ou des parcs régionaux sur votre territoire, c'est intéressant. Dès qu'on est un peu déconnecté ou très loin du réseau, il y a des super, aujourd'hui, des industriels qui font des super solutions et on apporte un vrai service aux usagers qui viennent sur nos espaces protégés. Réhabiliter les installations d'assainissement non collectif des bâtiments communaux, ça c'est une action qu'il faut avoir. Il faut la gérer comme tous les ouvrages en patrimoniaux de la collectivité. On peut organiser des opérations groupées de réhabilitation au niveau des installations non collectives de la commune. Auditer le SPANC, je l'ai dit. Et puis bon, bien sûr, toujours ce volet communication et information auprès des citoyens pour, comme je l'ai dit, les inciter à l'entretien, la maintenance et la réhabilitation, si besoin, de l'installation d'ANC. Donc voilà, il y a plusieurs solutions qui vont vous être proposées par trois intervenants. Et le premier, ce sera les toilettes sèches avec Sanisphère. Je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci à tous d'être présents pour cette conférence. Je vais vous présenter l'entreprise Sanisphère. Sachez qu'on a un stand pavillon 3 M116 avec nos toilettes en démonstration. Si vous voulez les visiter après, on vous accueillera. C'est juste au fond, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez rester à la fin. Ok, donc Sanisphère, c'est une entreprise qui est basée dans la Drôme. On existe depuis 35 ans. On fait des toilettes publiques éco-responsables, sans eau. On travaille avec un système de séparation des liquides et des solides. Voilà. Donc du coup, là, on vous a montré un cas concret. C'est sur les contreforts du Mont Ventoux. En été, ils ont un tourisme très important sur ces zones-là. En Provence, il n'y a plus beaucoup d'eau non plus. On est sur du calcaire, il n'y a plus beaucoup de pluie. Et donc, la seule solution d'accueillir toute cette masse de touristes très saisonnière, c'est de mettre des toilettes sèches. Mais que mettre en type de toilettes sèches, sachant que il faut quand même pouvoir gérer de la grande fréquentation et les équipes municipales ne veulent pas gérer la gestion des matières solides d'une toilette. Ils veulent être tranquille, ils veulent des toilettes autonomes. Et depuis 35 ans, on a trouvé la bonne formule pour répondre à ces sujets-là. Donc là, on peut le lire, c'est Monsieur Leroy, qui est technicien au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable. Il est venu nous voir parce qu'il a tout essayé. Il a essayé de trouver des toilettes à sciure, mais ça ne marchait pas puisque les toilettes à sciure, c'est très bien pour un usage privatif, on va dire. Après, il y avait des solutions de latrine où on mélange les matières solides et les matières liquides dans une cuve, mais ça génère beaucoup d'odeur. Et qu'est-ce qui se rapproche le plus des toilettes à eau au niveau du confort? C'est les toilettes à séparation que l'on propose, puisque dans nos toilettes, il n'y a pas d'odeur. Voilà.
Donc du coup, si on doit dire, c'est que dans le cadre d'un projet initié par le département pour réaliser des économies d'eau citoyennes, une enveloppe a été allouée du coup avec des subventions. Donc nos toilettes, elles sont souvent subventionnées par les conseils départementaux, conseils régionaux, parcs nationaux. Donc c'est un vrai outil pour en poser, et on en pose chaque année, plus de 150. Donc du coup, ils ont eu des subventions et ils les ont mis voilà, sur un site très fréquenté par les randonneurs, les cyclistes, les touristes. Et du coup, ce type d'équipement était nécessaire à leurs yeux parce qu'ils ont, voilà, ils ont été éligibles avec les subventions et ils ont mis un plan d'action pour les économies d'eau. Donc tout rentrait en place et ils ont eu ça assez rapidement. On pose une toilette en un mois, c'est très rapide et aujourd'hui ils en sont très contents. Voilà. Alors comment ça marche? Je vous invite à venir tout à l'heure sur notre stand pour comprendre comment ça fonctionne. Hop, je sais pas ça. En fait, sous la cuvette, pardon, il y a un tapis séparateur sur lequel on a un brevet qui, une fois que vous avez fait vos besoins, vous actionnez une pédale. Le papier et les matières solides partent dans un local technique derrière où tout est composté. On va rajouter 1 kg d'inoculum de lombric pour accélérer le compostage. Et les urines partent dans une cuve de 3000 litres ou 5000 litres ou dans un raccordement au réseau. S'il y a un raccord au réseau, ça arrive parce qu'on n'en met pas que dans les parcs nationaux, on en met aussi dans les centres-villes. À Toulouse, on en met dans les parcs urbains. 90% des installations, c'est dans les parcs urbains. Donc aujourd'hui, on est dans les grandes métropoles. Voilà. Bon, les avantages, c'est énorme, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation d'eau, pas besoin. Il n'y a aucune odeur parce qu'on sépare les urines et on a une ventilation naturelle grâce à une boule tournante. Pas besoin de sciure, hein, on ne parle pas de toilettes à sciure. Pas besoin de mettre un réseau d'assainissement qui est assez coûteux aujourd'hui pour les collectivités. La cabine, on s'est rapproché de ce que les cabines à haut fond, donc c'est des cabines avec accessibilité PMR, c'est des cabines très confortables, lessivables avec du HPL si quelqu'un veut taguer ou quoi que ce soit, elles sont très faciles à nettoyer. Éclairage naturel où on peut mettre du photovoltaïque s'il veut, mais 90% des installations, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas besoin. L'éclairage naturel rasant suffit. Et surtout, à nettoyer pour les collectivités, les services techniques, c'est ça le plus important. Ben, c'est très simple, parce que comme il n'y a pas de lavabo, les toilettes sont beaucoup plus propres, beaucoup plus faciles à tenir. Et ça, c'est un vrai avantage, et c'est pour ça qu'on est préconisé par des grandes villes, comme Lyon, Toulouse, Bordeaux, Lille, Rennes, et d'autres de plus en plus, et Strasbourg récemment, on en a posé une. Voilà. Les questions, c'est après ou c'est maintenant? Alors on peut faire les questions à la volée ou on laisse décanter comme vous voulez. Si vous avez des questions, on peut y répondre tout de suite. Si vous avez des questions, évidemment. Et si les questions apparaissent plus tard, on les prend à la fin. Ouais. Mais sincèrement, si vous êtes intéressé pour en parler, je vous conseille vraiment de visiter les toilettes qu'on a sur notre stand. C'est vraiment le plus facile. Voilà, clairement. Merci pour votre attention et n'hésitez pas tout à l'heure. Voilà, je passe la main. Merci Robin. Je prends juste la zapette. Merci Robin. Donc là, vous avez une solution intéressante parce que bon, c'est vrai que j'ai pensé au parc parce que j'ai la chance d'avoir une commune qui sert en parc, un parc régional. Mais oui, effectivement, pour les parcs urbains, c'est super intéressant. Et vous avez vu que l'intérêt, c'est qu'on a besoin d'aucun raccordement et on peut même, enfin, elle propose même une séparation à la source effectivement des urines. Donc du coup, si derrière vous voulez construire une filière de production d'engrais décarbonés, les toilettes sèches offrent déjà la séparation à la source. Donc je trouve que c'est très intéressant. L'accès PMR aussi. Donc voilà, c'est très simple, on le pose et ça fonctionne tout seul. Hein. En grosso modo, c'est ça, hein, Robin. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je passe la parole à Anthony et la zapette aussi, qui a présenté pour le diagnostic du SPANC. Bonjour à toutes et à tous, je me présente donc Anthony Borel, je représente la société AB Consultance, qui est une société de conseil et un organisme de formation, principalement pour les collectivités territoriales et les agents du service public d'assainissement non collectif, les fameux SPANC. Donc on m'a demandé de vous faire un retour d'un audit qui a été réalisé sur une communauté de communes de Portes du Jura. Un audit, avant tout, c'est une photographie, c'est de voir le fonctionnement du SPANC actuel. Donc, rapidement, deux mots, la collectivité, c'est une communauté de communes, 22 communes, un peu moins de 11 000 habitants, un parc d'installation de 1844 dispositifs. C'est issu en fait d'une fusion de deux collectivités. Et donc, au 1er janvier 2018, elle devait exercer la gestion, en tout cas l'exercice de la compétence ANC de manière uniforme, à savoir un mode de gestion en régie. Alors, la commande, ce que je devrais vous dire, c'est que lorsque les élus m'ont contacté,
ils avaient besoin d'avoir cette vision sur leur service par rapport à plusieurs choses. La première, c'est qu'il y avait une rotation du personnel assez importante. Donc la question se posait, pourquoi on ne garde pas nos agents? La seconde, c'était une remontée des usagers qui évoquait une inégalité entre ceux qui étaient au réseau d'assainissement collectif et ceux qui étaient en ANC. Donc, pour que les élus puissent y répondre, ils voulaient savoir si effectivement on donnait raison à ces usagers qui avaient l'impression d'être lésés en assainissement non collectif ou pas. Et puis la dernière raison, c'est que cette collectivité avait cessé de réaliser une de missions obligatoires, qui est ce qu'on appelle les visites de bon fonctionnement. Donc, ils voulaient savoir aussi pourquoi ceci avait été arrêté. Alors l'audit, je vous l'ai dit, le mot audit fait parfois peur, hein, on a audit, démarche qualité. Il faut le voir comme un outil où on va évaluer l'exercice de cette compétence ANC. On va analyser toutes les données existantes, qu'elles soient techniques. Quand on dit le technique, c'est que font les agents sur le terrain en termes d'investigation de terrain, comment ils restituent ce qu'ils ont vu, comment ils prennent les rendez-vous. Quand un usager dépose un permis de construire, est-ce qu'il a une réponse sous 20 jours, sous 5 jours, sous 2 mois? Les domaines administratifs, c'est tout ce qui va toucher les documents propres, le règlement de service. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des coquilles? Les avis de passage, qui sont des documents obligatoires. On va analyser aussi tous les documents financiers. Je dis souvent que le budget, c'est un vrai problème pour les collectivités, l'équilibre budgétaire. On parle souvent de nerfs de la guerre. Moi, je dis souvent c'est la guerre des nerfs. Donc, dans l'analyse financière, c'est de voir comment ont été définis ces montants de redevances. Ce n'était pas le cas ici, mais il y a des collectivités, avant même que le technicien parte sur le terrain, on sait déjà que ça n'équilibrera pas. Quand vous avez 1 heure de déplacement, 1 heure de terrain et 1 heure pour rédiger un rapport, avec une redevance qui a été peut-être mal calculée, il est difficile de pouvoir tendre vers un équilibre. Quand on est aussi en début de mandat ou en fin de mandat, un audit, ça peut aussi vous donner un état sur ce que vous avez réalisé. Je crois qu'il n'y a rien de pire pour des élus de se dire on a investi d'argent, on y a passé du temps, mais au final, est-ce qu'on est capable de mesurer ce que l'on a fait? L'audit, ça permet aussi de répondre à ces points-là. Et puis vous allez voir, on parle souvent de Spank 2.0. Il n'y a rien de digital, il n'y a rien de high-tech. Un Spank 2.0, c'est une approche un peu plus moderne de l'exercice de la compétence. Je donne souvent cet exemple-là. Une collectivité, pour vous donner un ordre d'idée, avait un taux de satisfaction de 27% de ses usagers. En appliquant une approche 2.0, ils sont passés à 68% en l'espace de 4 ans. Et ce que j'aime bien dire au final, c'est que les usagers payent 2 fois plus cher. Ils payent 2 fois plus cher, mais sont 2 fois plus contents. Donc, pourtant, on reste dans l'exercice de la compétence, mais on a essayé de faire que ce service soit utile et appréciable. Alors, j'ai 10 minutes pour vous résumer une étude qui dure entre 4 et 5 mois. Mais l'idée, c'était que vous compreniez un petit peu la démarche. Les objectifs, c'est quoi? C'est d'abord de savoir est-ce qu'il y a des enjeux au niveau ANC. Plus il y aura d'enjeux, plus effectivement, on va mettre des moyens dans ce service-là. Je vous rappelle que la moyenne nationale, c'est 20% de la population. On le disait, un Français sur 5. Dès lors que sur vos territoires, vous avez un enjeu de l'ANC qui atteint 30, 40, 50%, là, on était à 40%. Effectivement, ça vaut peut-être le coup de se poser les bonnes questions et de faire que ce service soit en tout cas apprécié. La qualité du service rendu, comment on l'évalue? Par une enquête, tout simplement. C'est une enquête téléphonique auprès des usagers en leur posant des questions bien précises sur le service. Il y a une analyse au niveau organisation interne, à savoir notamment les moyens, on appelle ça les ETP, équivalents temps plein, qui sont affectés à ce service. Est-ce qu'ils sont suffisants ou pas? Est-ce qu'ils peuvent répondre à une démarche qualité? On va bien évidemment analyser les missions, que ce soit des compétences obligatoires ou facultatives, le volume d'activité, une analyse budgétaire, et puis un audit se termine toujours par ce qui convient de solidifier, de pérenniser, les points forts, et puis un ensemble de recommandations. La méthodologie, je vous le disais, globalement 4 à 5 mois, 4 phases. Une première phase qui est une phase d'immersion. On passe du temps dans la collectivité, avec les agents. On comprend, ou du moins on essaye de comprendre leur quotidien, leurs pratiques, leurs galères, des fois, j'ai envie de vous dire. La partie 2, ça va être de collecter toutes les données, tout ce qui émane du Spank, du simple courrier, au règlement, au RPQS, au rapport d'activité. On va le traiter, on va l'analyser, et puis on va le restituer. Donc,
rapidement, pour que vous compreniez, je vous ai mis l'exemple. Alors, dans l'analyse que l'on opère, on va analyser différents types de visites. On va avoir une analyse administrative terrain et en termes de compte rendu. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui de rentrer en contact avec le SPANC? Est-ce que les formulaires sont facilement accessibles? La rapidité du traitement de votre dossier. Ensuite, sur le terrain, vous avez toujours ce savoir-faire, ce savoir-être. On peut avoir des très fortes compétences techniques réglementaires, mais on oublie que c'est un métier au contact de la population. La communication est prépondérante. Si vous arrivez systématiquement en retard, vous ne présentez pas votre collectivité, que le bonjour est en option, ça ne peut pas marcher, même si techniquement, réglementairement, on est au point. Donc ça, c'est important. Alors pourquoi il n'y a rien? Vous allez me dire, il n'y a pas de savoir-faire et pas de savoir-être. C'est que des études avaient été rendues obligatoires et que c'était une instruction très administrative. Donc pas de contact avec la population. Ils instruisaient les dossiers sur les études. Bon voilà, donc on arrive à des notes sur 20. Alors les points forts, on avait déjà un territoire qui se prêtait à la mise en place d'un service qualitatif et notamment à la gestion en régie. Parfois c'est le premier constat, parce que les prédécesseurs avaient voulu gérer le SPAN en régie ou en DSP. Au final, on se rend compte que c'est peut-être pas le meilleur mode de gestion. Globalement, l'enquête était plutôt positive, c'est-à-dire qu'on avait plus d'un usager sur deux, 54%, qui était satisfait globalement de ce service. Un parc adapté à la régie. Il y avait du personnel en poste. C'est bête de dire ça aujourd'hui, mais c'est la réalité, quoi. C'est qu'on a du mal à trouver du personnel qui a envie, qualifié. Donc quand on a déjà le personnel en place, c'est déjà une sacrée petite victoire en matière de RH. Et puis le recouvrement de la redevance qui était aussi adapté. On a trop de, comment je pourrais vous dire, d'anomalies, ou je devrais dire de recouvrements qui ne sont pas légales. Je pense à la redevance annualisée. Une redevance annualisée en ANC, ce n'est pas légal. On peut parler d'échelonnement de paiement. Une redevance, c'est après service rendu, mais pas une annualisation systématique. Et pourtant, dans la pratique, c'est énormément fait pour des raisons d'équilibre budgétaire. Alors, les pistes d'amélioration qui ont été proposées, en tout cas que l'on peut proposer, déjà, c'est de réaliser un ensemble des visites. Il faut savoir qu'une visite sur des installations existantes, elle a une validité de 10 ans. Moi, j'ai des SPANC qui me disent « on a visité toutes nos installations, c'est bon, on a fait le tour des 1844 ». Oui, mais certaines, ça date de 12 ans, 14 ans. Réglementairement, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Le président est responsable de toutes ces installations qui n'ont soit pas de visite, soit plus de 10 ans. Donc là, dans l'exemple où on était, puisqu'il y avait eu en plus un arrêt, il y avait quasiment la moitié du parc où la collectivité n'était pas en légalité par rapport aux missions obligatoires. Donc, ce qu'on leur a dit, c'est qu'il faut vite retourner sur le terrain et il faut retourner sur ces installations dont la visite est caduque. Au niveau administratif, on avait quelques améliorations à faire sur des documents administratifs. Typiquement, vous devez avoir des petites mentions comme quoi il y a une possibilité de contester un rapport dans un délai de 30 jours. Vous avez aussi des informations sur tout ce qui est RGPD, tout ce qui manque sur un rapport, mais qui peut être contesté. Au niveau technique, il y avait un vrai besoin d'aller plus loin. La question aujourd'hui n'est pas de savoir si la redevance est chère ou pas. Ce que les gens veulent savoir, c'est que comprend réellement ce service. Et je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez sur des SPANC conventionnels une pratique qui est, lors du contrôle, de demander à l'usager qui vous présente tout élément probant l'existence d'une installation. Admettons que celui-ci vous dise « je sais qu'il y a une installation, je ne sais pas où, j'ai acheté la maison, elle est par ici, paraît-il ». Vous n'avez pas d'élément probant. Un SPANC conventionnel vous dira « je ne vois rien, non conforme ». Un SPANC 2.0 vous dira « bon, ça fait 10 minutes que vous m'avez dit ça, il m'en reste 50, on va essayer de la retrouver ». Et vous avez, via du matériel, typiquement des petites sondes que vous allez mettre dans une cuvette DVC ou des petites billes. Vous allez tirer plusieurs chasses d'eau, ces petites billes vont rouler dans les canalisations, aller jusqu'à la soi-disant fosse ou autre, et via un second appareil, vous allez pouvoir géolocaliser où est-ce qu'est cette fosse, vous allez vous mettre à l'aplomb, et ça va même vous indiquer l'épaisseur de terre végétale. Un SPANC 2.0 va mettre un coup de bombe de chantier, va dire à l'usager, moi dans mon rapport, je vous dirai qu'il y a un ouvrage ici, est-ce qu'il est suffisamment grand? Dans quel état il est? Ça, c'est un autre débat. On le verra dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans. Mais au moins, vous localisez. Et bien, quand vous avez fait ça, et que pour peu, sous le ton de l'humour, vous dites à l'usager, allez vite chercher une réhausse, parce qu'une fosse toute eau, une septique, c'est bien connu, elle se bouchera le jour de Noël ou au 31 décembre, vous avez rendu un vrai service. Et c'est toute la différence. Et dans ce cas-là, le coût de la visite, qu'il soit de 150, 160 €, je vous jure qu'il est beaucoup plus apprécié quand on vous avait effectivement apporté ce type de service. Donc là, voilà. À mon sens, des techniciens SPANC qui ont à peine une pioche, qui n'ont pas de mesureur debout, qui n'ont pas un minimum de matériel,
ça ne peut pas, enfin, dans l'attente aujourd'hui des usagers, ça devient compliqué. Le volet financier, je l'ai passé un petit peu, mais c'était une histoire surtout de comptabilité analytique. Donc dans les conclusions, là aussi, dans un audit, il faut savoir qu'on catégorise avec les points forts, les pistes de progrès, des non-conformités mineures et des non-conformités majeures. Non-conformité mineure, je vous en ai donné une. Je vous ai dit, cette collectivité, il y a un ensemble d'installations dont la visite a plus de 10 ans. Donc elle est caduque. Mais pour l'instant, personne ne s'est jamais plaint, il n'y a jamais eu de souci. La non-conformité majeure, c'est là où la conséquence, elle a été observée. On n'a pas fait ça, où on a annualisé nos redevances, mais il y a un usager qui a dit « moi je ne paierai pas, c'est illégal ». Là, vous avez effectivement, sur ce point-là, une non-conformité majeure. Donc, dans ce cas-là, dans le SPANC que je vous ai restitué, il n'y avait pas de non-conformité majeure, mais quelques non-conformités à lever, comme réaliser l'ensemble des installations. Je vous ai dit une bêtise, je dis 50%, j'étais un peu optimiste, c'est que 33 qui n'avaient jamais reçu de visite ou dont la visite avait plus de 10 ans. L'attestation de conformité, ça c'est un document qu'on délivre en cas de permis de construire. C'est un document supplémentaire par rapport à un rapport de visite. Il y a beaucoup de SPANC qui n'y pensent pas et qui ne le font pas, qui envoient une copie du rapport. Donc ça, il faut aussi le faire vis-à-vis des services instructeurs. Le règlement de service qui n'incluait pas le fait qu'on peut être amené à visiter des installations de plus de 20 équivalents habitants, c'est la taille. Ça va très vite, une salle des fêtes, des gîtes, un restaurant. On est vite au-dessus de cette taille-là. Et c'est une réglementation un petit peu différente techniquement qui a un arrêté de 2015. Voilà. Et puis après, on avait un peu d'administratif où il fallait corriger certains documents et ainsi qu'au niveau des investigations de terrain, des mesures de boue qui n'étaient pas faites. Voilà en quelques slides ce que c'est qu'un audit pour que vous ayez une vue. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. Des questions, pas de questions, des discussions, des échanges. Donc merci beaucoup Anthony. On voit que cet audit de SPANC est vraiment pas inutile puisque voilà, quand on vient regarder un petit peu dans le règlement de service, on voit qu'il peut y avoir des non-conformités, des illégalités. Et puis Anthony l'a dit, voilà, il y a des services des fois qui peuvent peut-être apporter des solutions qui sont peut-être nouvelles et à mettre en place. Donc le SPANC qui doit apporter un vrai service aujourd'hui parce que je vous rappelle qu'il y a quand même un député qui, aux questions au gouvernement, a émis l'hypothèse de supprimer le SPANC parce que c'était un impôt déguisé et que lorsqu'il n'y a pas de besoin de travaux derrière, le SPANC passait d'année en année et sans que rien ne se passe derrière. Donc il a porté la parole des administrés qu'il avait en circonscription. Et donc dans certains endroits, apparemment, le SPANC n'est pas toujours aussi bien perçu que ce qu'on peut le penser. Donc après, j'ai passé la parole à Wilfried qui va vous présenter un ANC à La Réunion. ANC, on pense souvent maison individuelle à la campagne, mais on va voir que ça peut être aussi sur un collège et que ça peut concerner beaucoup d'équivalents habitants. À toi Wilfried. Bonjour à tous, je m'appelle Wilfried, je suis le représentant de Kingspan. Donc Kingspan, c'est un groupe mondial qui est spécialisé dans l'enveloppe du bâtiment. Donc notre objectif, c'est de faire des produits de qualité tout en préservant les ressources naturelles. C'est quelque chose d'assez important pour nous. On a un domaine d'activité très varié, ça va de l'isolation jusqu'à la gestion de l'eau et le stockage. Nos domaines d'activité, on va aussi bien travailler pour de la municipalité sur du traitement d'eau usée, de l'industrie avec du traitement des effluents de process, de l'agriculture avec du stockage, ça peut être du stockage d'engrais liquides, stockage de carburant, stockage d'eau aussi. Et toutes sortes de marchés divers, il y a l'aquaculture, il y a le dessalement, on fait vraiment beaucoup de choses. Au niveau du projet, donc Jacques en a parlé, c'est un projet qui s'est fait à La Réunion sur une station de traitement des eaux usées. C'était en partenariat avec CIGEMAT. Donc c'était pour la station de traitement des eaux usées pour un collège. Donc le collège Gaston Crochet, un peu moins de 500 élèves.
C'est un collège qui est très engagé en matière de développement durable. Il a obtenu plusieurs labels là-dedans. On est parti sur une solution, c'est un BioKit. C'est un produit qu'on a, c'est un lit fixe immergé. Donc là, c'était une capacité de 400 équivalents habitants. Ça représente 60 mètres cubes d'eau usée par jour à traiter. Il y avait des gros enjeux sur ce projet, donc il y avait très peu de place. Il y avait une variation des charges polluantes. On est sur un collège, donc il y a une période de fermeture. On a un rejet dans un milieu protégé et la conception est faite sur mesure. Donc l'intérêt du BioKit, c'est que c'est un produit qui est fait sur mesure pour le projet. Ce n'est pas un ouvrage préfabriqué, c'est vraiment fait sur mesure donc pour le projet en question. Donc voilà les différentes étapes du chantier. La première, ça a été de faire le bâti, la réalisation du génie civil par une entreprise locale. Ensuite, ce bâti, ces bassins, ils ont été étanchéifiés. Par la suite, on les met en eau et on vient insérer ce BioKit. Le BioKit, c'est les cubes que vous voyez qui vont être mis directement dans la station. Ensuite, il y a la fermeture de l'ouvrage, la mise en place des regards de visite et des gaines techniques. L'installation et le raccordement de l'armoire de commande et le remblaiement sur l'ouvrage. Donc voilà l'ouvrage final. On n'a que 8 regards qui ressortent. Et ça se finit par la mise en service de la station. Donc voilà. Ok, merci Wilfried. Ce qui est intéressant sur cette solution, c'est que, on le dit sur d'autres conférences, mais aujourd'hui, pour éviter de tirer du tuyau partout, on peut réfléchir sur les collectivités par îlot. Là, 450 équivalents, enfin 450 élèves, ça fait une quinzaine de villas, on va dire. Donc on peut réfléchir sur un quartier au lieu de tirer du tuyau et se dire après, est-ce que ma station d'épuration va tenir le coup ou pas. On voit qu'on peut traiter en délocalisé comme ça avec de l'ANC. Donc l'ANC, c'est pas toujours qu'un habitat. On peut faire un groupement d'habitats et puis 450 habitants, élèves là du coup, ou équivalent habitants on va dire. On peut monter au-delà, on peut faire du 600, on peut faire du 800. Donc voilà, l'ANC, on peut aussi le réfléchir pour morceler la collectivité, éviter de tirer du tuyau et puis éviter de venir surcharger une station d'épuration parce que après quand il faut la changer, c'est des sacrés coûts. Donc voilà, ça permet de penser autrement l'assainissement sur la collectivité. L'épandage d'eau, après, il se fait comment? Enfin, l'évacuation de l'eau vers le milieu naturel? Alors là, c'est un rejet directement au milieu naturel. D'accord, mais comment il n'y a pas d'épandage? C'est directement versé dans un puits C'est des volumes d'eau très conséquents. On est sur 60 mètres cubes d'eau usée par jour. Donc oui, c'est un rejet directement dans le milieu. Parce que là, on voit les bassines avec vos piscines, là, mais je ne vois pas où est le rejet, en fait. On n'a pas le rejet en photo dans la présentation, mais je pourrais vous le montrer. C'est quoi, c'est un puits perdu? Il se verse dans un puits perdu, style? Non, ça ne va pas dans un puits perdu. Dans un fossé, directement? Dans un fossé, un cours d'eau. Alors, je n'ai pas travaillé directement sur ce projet. J'ai pas vu d'épandage, donc ça me posait question. Il faut venir sur le stand, je vous montrerai les photos directement. Merci. D'autres questions peut-être? Bon, parfait. Écoutez, merci pour votre attention, merci pour votre participation et puis bonne fin de salon. Merci beaucoup, au revoir.